Tony Bentley, ma reddition. Furtif. Maintenant que je suis tombée dans le péché en même temps que je tombais amoureuse, mes gribouillis quotidiens me servent à tenir à distance mon angoisse de la perte. Avec lui, je vis au bord de l'abîme. La terreur que cette expérience puisse prendre fin rivalise avec celle bien pire qu'elle pourrait être perdue à jamais. Comme lui et moi, nous n'avons d'autres liens fusionnels que sexuels. Je suis constamment confrontée à son absence. Il n'abuse jamais de mon hospitalité et cultive ainsi une atmosphère de rareté, composante érotique aux conséquences graves et paradoxales. D'une part, en nous donnant le frisson à chacune de nos rencontres, cet élément d'instabilité est manifestement un facteur essentiel, peut-être le plus central. La passion enfuie, dont les couples monogames sont inconsolables, est toujours là pour nous. Mais cette imprévisibilité me laisse aussi beaucoup de temps et de liberté de manœuvre pour que les tourments de l'amour fleurissent. Donc je doute, je me pose des questions, je m'inquiète et me couvre d'indignité, pour lesquelles il n'existe ni preuve ni réfutation. La voix insistante des convenances tend toujours à diminuer mon expérience transcendante et à la tourner en ridicule. Pourtant, je n'ai jamais cherché à contrôler mon amant afin de dissiper cette angoisse. J'ai toujours su qu'il n'était pas un prolongement de moi, mais un être humain distinct. D'ailleurs, j'ai bien conscience aujourd'hui que si un homme me manifeste trop de signes d'attachement, moi je me détache, et le sexe se charge alors d'obligations. Le désir est sensuel, une manifestation du libre choix. L'attachement, au contraire, est l'ennemi du libre choix. Par la rareté de sa présence, Aman est devenu le premier homme à me tenir suspendu en ce point délicieux où je jouis et je souffre tour à tour, toujours désirante, sans être jamais rassasiée. Il est plus facile de désirer quelque chose que de le posséder. Souvent, quand on obtient enfin la chose qu'on voulait depuis longtemps, on est déjà absorbé par ses nombreux substituts. Avec lui, en quelque sorte, le désir et la possession se combinent simultanément. Il est mon fantasme, on ne peut plus réel et pourtant éternellement impossible. Un homme que je peux respecter. Vivant complètement dans l'instant, il ne laisse pas de traces. Quand il est là, il est là. Quand il est parti, il est parti. D'autres, une fois partis, rôdent à la façon d'une mauvaise odeur, même s'ils n'ont jamais été vraiment là. Il est le plus présent et par conséquent le plus radicalement, le plus douloureusement absent. Il se refuse à la nostalgie, détecte la sentimentalité à peine le seuil franchi, et la seule preuve ferme de nos rencontres est l'implacable raideur de son braquemar. Ce n'est guère le genre de chose à quoi une jeune fille peut se raccrocher après l'étreinte. Il préserve sa vie privée. Je ne connais pas ses amis et ignore ce qu'il fait pendant les heures qu'il ne passe pas avec moi. Il a horreur du bavardage, refuse les photos et évite les mots d'amour. Il n'est pas romantique. C'est un adepte de l'ici et maintenant. Il agit en homme qui n'a pas peur de la mort, ou alors en joyeux rebelle. Mais moi je suis mortifiée par ma condition de mortelle, aussi je continue à scribouiller, en quête d'une preuve de notre amour, quitte à la créer. Il dit ne pas avoir besoin de dévotion. Il dit même ne pas avoir vraiment besoin qu'on l'écoute. S'il ne se fait pas entendre la première fois, il répétera. Ce qu'il veut, dit-il, c'est l'aventure, la baisse partagée, l'occasion de s'échapper avec l'autre dans une faille temporelle. Aman est un homme qui a plusieurs cordes à son arc. Il peut poser un miroir avec des pitons bascules, nettoyer un Vélux, rôtir un carré d'agneau, poser nu dans le jardin tel une sculpture de Rodin, et me foutre en cul. C'est un homme d'action, pas un intellectuel, et il reconnaît ouvertement souhaiter qu'une femme soit plus intelligente que lui. Je n'ai jamais rencontré avant un homme assez courageux pour ça. C'est l'assurance de qui possède sa queue et sait exactement quoi en faire et où la mettre. Les intellectuels, d'après mon expérience, ne savent pas baiser. Ils sont trop hantés par le sens et les métaphores, trop occupés à éviter leur outil, de peur de pénétrer un trou sans issue de secours bien visible. Lui, c'est un sous-intellectuel et un super baiseur. Aman me laisse le sens des métaphores. Il ne m'a offert presque aucun cadeau matériel, sauf une pile de 12 paquets de bloc-notes jaunes. J'écris sur l'un d'eux en ce moment. Quel type intelligent. Pourquoi lui ? Pour 4 raisons. 1. Il m'aime. 2. Il sait me foutre. 3. Il ne me prend pas au sérieux.
4. Il n'a pas peur de moi. Aucun autre avant lui ne les réunissait toutes les 4. La plupart d'entre eux ne possédaient que la première, et c'était même en général un simple sentiment, pas une ligne de conduite. Si vous m'aimez, vous devez me baiser sans peur. Je refuse d'être une putain pour les tourments d'un homme. Je veux bien être une putain pour les miens. Statistiques. Assez parlé de moi pour le moment. Et si l'on parlait des Américains ? Je ne suis pas la seule, figurez-vous, à souffrir de cette obsession parfois illicite. Malgré le point de repère constitué par l'arrêt de la Cour suprême rendu en 2003 dans l'affaire opposant Lawrence à l'État du Texas, arrêt selon lequel toutes les lois contre la sodomie sont inconstitutionnelles et inapplicables, celles-ci sont toujours en vigueur dans 22 États, ainsi qu'à Porto Rico. Et je soupçonne même que Disneyland bénéficie d'une ordonnance spéciale dans les clauses écrites en petits caractères. Tout État de l'Union avait sa loi anti-sodomie jusqu'en 1962, quand l'Illinois est devenu le premier État à abroger la sienne. Une succession régulière d'abrogations dans 27 autres États, et le district fédéral de Columbia a suivi. Ça fait du bien de savoir que toutes ces enculades dans la capitale de la nation ont fini par être légalisées. Parmi les États où les lois anti-sodomie appartiennent encore à l'arsenal judiciaire, le Kansas, le Missouri, l'Oklahoma et le Texas ont ceci d'unique que le vice innommable des Grecs demeure illégal uniquement pour les homosexuels, alors que l'Alabama, la Floride, l'Idaho, la Louisiane, le Michigan, le Mississippi, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, l'Utah et la Virginie l'ont interdit quel que soit le sexe ou l'espèce. Les définitions varient. À Rhode Island, par exemple, où la loi a été abrogée en 1998, la sodomie était un crime contre nature abominable et odieux, valant à son auteur de 7 à 20 ans de prison, à moins bien sûr qu'il ne soit marié. Dans ce cas, ce n'était absolument pas grave. Dire qu'il fallait se marier pour devenir légalement abominable et odieux, je salue ce genre de logique légale. La Caroline du Sud est le seul État à définir encore la sodomie comme pédérastie, un clin d'œil, je pense, au statut d'ancienne colonie britannique de cet État. Ce même État revendique également le mérite impressionnant de comptabiliser la plupart des poursuites judiciaires. Entre 1954 et 1974, il n'y a eu pas moins de 146 affaires de pédérastie, se soldant par 125 condamnations. Dans l'Oklahoma, une tentative d'abrogation de l'arsenal judiciaire anti-sodomie a échoué en 1977, en raison d'un report dû à un concert de gloussements, selon le greffe. En Arkansas, où la sodomie était classée dans les délits pour les seuls homosexuels, la plainte était explicitement dirigée contre les marginaux et les tantes qui vivent au royaume des fées et cherchent à ruiner la vie de famille. C'est une bonne chose que cette loi ait été déclarée anticonstitutionnelle en 2002, ne serait-ce que pour détourner l'attention de la tendance du corps législatif de l'Arkansas à édicter de la prose pour tantes et marginaux. Le Minnesota est bien noté pour sa protection des droits des animaux. Il existait jadis un curieux addendum à leur loi, abrogé depuis, selon lequel les relations sexuelles entre humains et oiseaux étaient formellement prohibées, à croire qu'un malade sexuel s'était trompé de poule. En tant que femme, qui préfère en général les bêtes aux gens, je dirais sans réserve qu'à mon avis, cette clause particulière devrait être rétablie afin de punir ces homo sapiens particuliers qui menacent la communauté aviaire. Les peines prévues par ces lois variaient beaucoup. Dans l'Utah, on pouvait s'en tirer avec une amende de $1000, ce qui faisait de cet État un des moins chers de l'Union où pratiquait illégalement la sodomie. En 1857, un mormon de 21 ans fut condamné à mort pour bestialité avec son cheval. Mais par un brusque revirement des choses, le mormon fut finalement épargné, tandis que sa bête était abattue. On ne peut plus rationnel. En parlant de l'Utah, je ne peux m'empêcher de me demander ce que les mormons pensent du sexe anal, avec les humains j'entends. Avec toutes ces femmes et tous ces orifices supplémentaires dans la maison, un penchant prohibé pour une multiplicité d'options conduit-il à un autre ? En revanche, il fallait se montrer très prudent dans l'état limitrophe de l'Idaho, où le même acte pouvait vous faire condamner à la réclusion à perpétuité en compagnie de tous les autres sodomites nouvellement convertis. Cette immense variété de peines, dans une aussi grande proximité géographique, donne à penser que les 240 km de frontière entre l'Utah et l'Idaho doivent être bourrés de motels bon marché, remplis de citoyens de l'Idaho en train de se livrer à certains débordements frontaliers en promotion.
Malgré son nouveau statut légal, la sodomie demeure le dernier tabou sur le plan sexuel comme sur le plan social. L'éditorialiste Oprah Winfrey parle de tout, viol, maltraitance d'enfants, d'inceste, adultère, meurtre, drogue, homosexualité, bisexualité, y compris triolisme, mais jamais, au grand jamais, de la sodomie. Sauf sous l'aspect de sévices et de conduite criminelle. Toujours l'objet de scandales, jamais de publicité. C'est curieux comme la littérature du XIXe siècle est scellée aux deux bouts par un scandale anal, fait remarquer le critique dramatique Kenneth Tynan, et le derrière d'Ozzie Byron et celui d'Annabella. Tous ces faits me poussent à croire qu'il ne sera jamais dans la ligne du courant dominant d'entrer par la sortie. Même le correcteur orthographique de mon ordinateur, qui reconnaît plus de 135 000 mots, ne reconnaît pas le verbe sodomiser. Mais ce n'est pas grave, je sais l'écrire. Numéro 145 et numéro 146. Nous venons d'enchaîner coup sur coup la 145e et la 146e enculade en 1 heure et demie. Il n'a jamais faibli. La première fois, peu après qu'il se fut retiré, j'ai empoigné la base de sa queue pour qu'il décharge à la verticale, en prenant appui sur mon dos enroulé, décrivant ainsi un arc au-dessus de mon visage. Sa jute a atterri tout droit sur un coussin de velours noir avec un floc satisfaisant. Cette lueur était encore dans ses yeux, cette drôle de lueur hagarde, et j'ai demandé « Je peux te sucer la bite ?» « Oui », a-t-il répondu avec douceur, avec générosité. Et nous avons recommencé de plus belle. Double bonheur, double purée, joie exponentielle. Préparatif. Je sèche les tubes de KY tout propres sur ma serviette de toilette, puis les range dans le tiroir de ma table de nuit. Je ferme les robinets de la baignoire et me déshabille dans la chaleur moite. Les genoux remontés, je remplis ma chatte d'eau et je la fais jaillir à la façon d'une fontaine immergée. Je regarde les ondes concentriques, en soulevant parfois mes hanches, afin de pouvoir observer ma fontaine en surface. Après avoir trempé, m'être savonné et rasé, j'ôte la bonde, m'accroupis sur mes talons et avec un médus légèrement enduit de savon, me nettoie délicatement le cul et le baigne bien à l'eau chaude. On peut y manger dessus, comme dedans, tant il est propre. Une fois sortie de la baignoire, je me sèche, m'hydrate et me talque le corps entier, les mollets, les cuisses, les fesses, le ventre, les bras, le cou, la poitrine, me brosse les dents et les cheveux, me parfume les poignets et la nuque et me farde les lèvres avec un brillant rose liquide. Je prépare la chambre, débarrasse le lit de tous les livres, journaux, revues et télécommandes qui l'encombrent, et empile les oreillers à un bout. Je sors du placard Pink Square, un coussin rectangulaire que j'ai acheté pour son motif de fleur de lys. Il n'est pas assorti avec les couleurs des autres, mais se glisse parfaitement sous mon bassin, le soulevant jusqu'à hauteur de verge. C'est un des accessoires préférés d'Aman. Un jour où j'avais oublié de le poser sur le lit, je l'ai vu fouiller la chambre des yeux un moment inquiet. Où est passé Pink Square ? J'entre dans mon vestiaire et imagine une tenue, parfois un string et un soutien-gorge noir, ou de temps à autre un slip fendu, quand j'ai envie d'être une salope. Mais le look de salope ne prend pas beaucoup avec Aman. Il se borne à sourire d'un air indulgent, à la vue de ces petites merveilles ouvertes, qui ne le rebutent pas non plus. Mon choix le plus fréquent se porte sur une robe longue en soie ou en velours, élégante mais facile à porter, et facile à trousser. Si je suis davantage d'humeur à m'exposer, j'opte pour un short court et moulant, avec un haut étriqué. Dame ou pute, je chausse des mules à talons hauts et les garde tout le temps, ou du moins j'essaie de les garder. Le bruit des chaussures, qui heurtent le sol, tombées une à une de mes pieds sous les assauts de mon amant, est pour lui le signe que tout va bien, que nous nous envoyons en l'air maintenant, qu'elle, moi, a perdu la face, perdu pied, et même ses mules. D'ordinaire, c'est quand il est bien au fond de mes entrailles que je ne peux plus me raccrocher à mes talons. J'étale ma parure sur le lit, remplis 2 bouteilles d'eau que je dispose autour de la pièce et lui ouvre une bière fraîche. Je tire les rideaux, allume les bougies, au moins 10. De l'encens s'ajoute à la fumée, la chapelle est prête pour sa confession et mon baptême. J'éteins le répondeur et mets de la musique. Mon cœur balance entre les chants grégoriens New Age, ce qu'il commente avec un sourire d'un « Oh, nous avons le droit à une sainte baise aujourd'hui ?» et Leonard Cohen ou Tom Waits, qui se plaignent comme eux seuls en sont capables, avec une angoisse inimitable. Mais Ella chantant Gershwin, il n'y a pas mieux. Ella est sexy, mais pas fade, joyeuse sans être douceâtre, sérieuse et pourtant drôle, et complètement subversive.
Et la swing, elle m'a appris le swing. Elle parle de pétasse, de traînée, de Dalila et de boy and girl enjoyment, du plaisir garçon-fille. Mais à la fin, c'est le rythme de la turlute. Elle m'a donné l'inspiration de sucer un dard comme elle chante, avec régularité, légèreté, coquinerie, indulgence, liberté en profondeur. Enfin, la dernière réplique avant son entrée, le téléphone sonne. Il me murmure à l'oreille, c'est l'heure, ce qui me laisse 10 minutes pour l'ultime rituel, le rasage du con. Je le fais en dernier, pas habitude. Au début, j'étais si peu sûre de sa visite, si réticente à croire que je pourrais retrouver cette jouissance, que j'étais trop angoissée pour me raser avant ce dernier appel. Je ne voulais pas apprêter mon mont de Vénus pour rien. Une chatte qui est rasée de frais, sans être attendue à une fête, est en effet un triste spectacle. Ce serait plus de déception que j'en saurais supporter. Aussi, je me rase en dernier. Je suis nue désormais, mais j'ai toujours mes talons hauts. Je ne peux pas me raser la chatte sans porter mes talons, je n'ai jamais pu. Ils allongent mes jambes, transforment mon corps en un chevalet, offrant la toile, mon entrejambe, à la première esquisse. Je ne sais pourquoi cela me fait penser à Jackson Pollock, même si je suis plus précise que lui dans l'exécution. Après avoir sorti 2 rasoirs roses, Daisy, du tiroir, je retire la protection du plastique du premier, j'aligne les accessoires, miroir, talc pour bébé, gel à l'aloe. À ce moment crucial, prête à commencer, mais avant le premier coup de rasoir, je relis toujours le poème de William Blake, que je laisse sur le rebord de la fenêtre de la salle de bain, dans son petit cadre vert et doré. Éternité est son titre. Joie, ô vie ailée, brisée d'être conquise, aube de l'éternité, par le baiser qui l'accueille au vol. Ce quatrain est la raison par laquelle j'ai eu le courage, jour après jour, mois après mois, de mettre de côté mon angoisse de la perte pour continuer avec Aman au présent, la seule dimension où nous existons ensemble. Dans ces vers, je trouve la force de me raser, risquant ma dignité à chaque coup de rasoir. Je parie que Bill Blake n'a jamais pensé que sa profonde petite strophe trouvait un usage si pratique pour un acte aussi profane sur un terrain aussi sacré. Peu importe, il est mon prophète. La présentation de la chatte est un sujet captivant, j'y crois absolument. Tailler ce buisson, laissez-lui avoir un accès. La cire ne marche pas, l'effet dure 1 semaine, suivi de 3 semaines de chaume et de boutons jusqu'à la prochaine épilation. Je préfère donc me raser pour chaque rendez-vous. Je le fais à sec, utilisant chaque fois quantité de talc pour bébé et 2 rasoirs à double lame, jetables, neufs. À rebrousse-poil mais délicatement. Je ne me coupe jamais, je ne m'arrache jamais non plus de lamelles de peau comme on se rase à l'eau. La coupe enfin. J'ai commencé par une simple tonte des côtés, par le slip du tutu, en souvenir de ma période de danseuse, un beau triangle isocèle. Mais ensuite, je suis allée dans quelques boîtes de striptease. J'ai été jalouse de ces chattes lisses et complètement exposées. Maintenant, je reste tout ce qu'il y a entre, pour bien dégager mes lèvres soyeuses, et laisse juste un ravissant petit triangle sur le dessus. Mais avec un soin tout particulier, je recoupe de part et d'autre, du haut de ma fente, rien que pour rehausser et exposer ma grotte magique. Très sexy, très porno. Sur mon lit, cul par-dessus tête, le miroir à la main, je rase encore les quelques poils autour de mon anneau, afin que ma peau soit douce comme celle d'un bébé. Grâce à cette vision, je parviens vraiment à voir ce qu'il voit, ce qu'il aime, où il va. Mon rosebud, mon bouton de rose, pas celui de Citizen Kane. Je me pars. 3 coups décidés résonnent à la porte. Je suis prête. Arithmétique du Nouvel An. 84 pénétrations anales cette année, soit une moyenne de 7 par mois, c'est-à-dire de 1,75 par semaine ou encore de 1 tous les 4,3 jours. Mais il a été en déplacement pendant 21 semaines et en ville pendant 31 semaines, ce qui équivaut en moyenne à 2,7 enculades hebdomadaires, ce qui en fait 1 tous les 2,6 jours. J'aime les mathématiques, je m'y adonne pour avoir la foi. Le marquis de Sade et moi, lui aussi comptait.